10 millions d'oiseaux ont brusquement changé le rythme du Sahel. En quelques mois, des couvoirs sans financement extérieur ont commencé à nourrir un pays que l'on disait condamné à importer, transformant une marge aride en laboratoire inattendu de souveraineté alimentaire, où chaque œuf ramassé devient un indicateur discret de reprise en main. Que signifie cette bascule lente pour ceux qui observent Ibrahim Traoré à travers les titres Ibrahim Traoré Burkina Faso ou Burkina Faso News, sans toujours voir ce qui se joue au ras du sol? Un pays entier teste en silence sa souveraineté fragile, cycle après cycle. Le programme qui se déploie aujourd'hui dans les villages du Burkina Faso promet bien plus qu'une augmentation de production. Il propose une méthode capable de réduire, cycle après cycle, la dépendance aux cargaisons étrangères qui façonnaient, jusqu'ici, l'alimentation nationale. La promesse centrale tient en une idée de 10 à 12 mots. La sécurité alimentaire fonde la possibilité d'une liberté politique durable. Si cette hypothèse paraît simple, elle entraîne pourtant un enjeu immense, car un échec obligerait les communautés à retourner vers les anciens circuits d'aide, interrompant la dynamique fragile qui commence à émerger. Un micro-hook se dessine ici. La réussite locale peut-elle vraiment remplacer un système d'importation installé depuis des décennies? Les premiers couvoirs communautaires ont montré que la souveraineté ne surgit pas d'une décision administrative, mais d'une série d'habitudes patientes, répétées, jusqu'à créer un filet de sécurité interne. Chaque village devient alors un test grandeur nature, révélant par touches successives si un pays historiquement dépendant peut reconstruire sa stabilité en s'appuyant sur des ressources minimales mais maîtrisées. Le premier signe de bascule est apparu plus tôt que prévu. Plus de 600 couvoirs communautaires ont été construits en 3 mois, tous sans financement extérieur, révélant une dynamique bien plus profonde qu'un simple projet rural. Ce chiffre, isolé en apparence, indiquait qu'un pays historiquement dépendant des cargaisons importées commençait à produire sa propre protéine de manière régulière et mesurable. Pour comprendre cette accélération, il faut revenir à la situation initiale. Le Burkina Faso importait jusqu'à 70% de sa viande, tandis que les sécheresses successives fragilisaient les sols et rendaient chaque livraison étrangère aussi vitale qu'imprévisible. C'est dans ce contexte que le programme Green Protein, défendu publiquement par Ibrahim Traoré, a émergé comme une équation simple. Si l'on nourrit sa terre, elle nourrit à son tour ceux qui la cultivent. Cette idée, accueillie d'abord comme un pari symbolique, a pris corps dans les villages du Sahel, où les premiers couvoirs n'ont pas été perçus comme une initiative temporaire, mais comme une chance concrète de réduire la dépendance. Les premières semaines ont confirmé cette perception. À Dorikaya et Arbinda, les couvoirs sont devenus des espaces de travail partagés. Femmes, hommes et enfants comptaient les œufs, réparaient les filets, relâchaient les oiseaux. La télévision nationale, longtemps saturée d'images de crise, diffusait des scènes où marchés et ruelles reprenaient une vitalité ancienne. On y échangeait pintade contre mille, travail contre plume, tandis que chaque couvoir planté dans le sable rappelait qu'un geste quotidien pouvait stabiliser un territoire entier. Dans cette dynamique, un repère humain s'est imposé. Amina Senou, mère célibataire de 28 ans, première bénéficiaire identifiée du plan. Avec 10 pintades fournies par une coopérative, elle a bâti un élevage de plus de 400 oiseaux, devenant pour plusieurs villages voisins la preuve vivante qu'un modèle simple pouvait générer autonomie, revenus et continuité. Son histoire donnait une forme à ce que les chiffres ne montraient qu'en partie. La souveraineté commence par une routine, non par un slogan. Ainsi se dessinait la réponse à la question initiale. Lorsqu'une communauté produit ce qu'elle consomme, la dépendance cesse d'être une fatalité et devient une variable que l'on peut réduire, œuf après œuf. Amina Senou, devenue la première figure repère du programme, a rapidement transformé son parcours individuel en source d'apprentissage pour les villages voisins. Son élevage,
né de 10 pintades offertes par une coopérative, a servi de modèle vivant. Les habitants observaient non seulement la croissance de son troupeau, mais surtout l'organisation qu'elle instaurait autour des cycles, de l'entretien et de la redistribution. Les radios rurales ont relayé son histoire, et ce récit familier a ouvert un nouvel espace où les familles pouvaient s'identifier à une réussite construite sans aide extérieure. Autour d'elles, des micro-changements se sont multipliés. Les jeunes femmes de la périphérie de Waiguya ont formé de petits groupes d'agricultrices qui échangeaient des œufs plutôt que de l'argent liquide, créant des circuits parallèles où la confiance jouait le rôle de monnaie première. Dans les écoles rurales, les enclos ont été intégrés aux activités pédagogiques. Les enfants comptaient sur les œufs pour apprendre les chiffres, observaient les cycles de reproduction et entretenaient les filets comme une routine collective. Ces gestes simples ont produit un effet d'entraînement, car chaque tâche accomplie renforçait la perception que l'autonomie pouvait s'apprendre et se transmettre. Les marchés hebdomadaires ont été les premiers lieux à ressentir cette transformation. Des commerçants vendaient graines, cages, matériaux recyclés. Et l'activité renouée rappelait un équilibre ancien, longtemps effacé par les pénuries et l'incertitude. Chaque couvoir ajoutait un point d'ancrage local, et chaque foyer impliqué participait à une dynamique qui débordait progressivement du cadre strict de l'élevage. Le so what de cette phase apparaît alors clairement. L'autonomie devient tangible lorsqu'elle circule d'une famille à l'autre. Le déclencheur fut simple. Distribuer les premières pintades aux familles prêtes à tenter l'expérience. Dans les villages de Dorikaya et d'Arbinda, ce geste initial a agi comme une étincelle sèche dans la poussière du Sahel. Aucune caméra, aucun discours. Seulement des oiseaux relâchés sous le vent brûlant et des regards de se partager. Mi-prudents, mi-curieux. Les enfants couraient derrière les volets. Les femmes comptaient les œufs. Les hommes réparaient des filets improvisés. Ce rythme nouveau a remplacé le silence des années précédentes. Puis la structure s'est mise en mouvement. Chaque foyer intégrer le cycle. Nourrir, surveiller, réparer, redistribuer. Les gestes se sont répétés, les routines se sont fixées et les premiers résultats sont apparus. Les couvoirs ont commencé à se multiplier. 1, puis 10, puis 50. En 3 mois, plus de 600 couvoirs communautaires ont émergé, construits sans financement extérieur. Cette accélération a surpris même les partisans d'Ibrahim Traoré, qui voyaient un pays dépendant à 70% des importations de viande devenir soudain producteur de sa propre protéine. Le premier climax s'est né de ce maillage rapide. Les marchés ont repris. On échangeait pintade contre mille, travail contre plume. Des scènes de vie redevenues ordinaires, mais porteuses d'un tournant profond. La télévision nationale, autrefois centrée sur les crises, montrait désormais des femmes au travail, des enfants comptant les œufs, des coopératives réparant les cages. Chaque image confirmait un changement déjà perceptible au ras du sol. Le second climax était venu du terrain écologique. Les ingénieurs ont observé une baisse de 15% des pertes liées aux insectes destructeurs. Les fientes enrichissaient le sol. L'humidité revenait. De fines taches vertes apparaissaient dans les dunes. Les habitants y voyaient un signe. Les chercheurs parlaient d'un début de reforestation naturelle. Les pintades transportaient des graines. Les cycles se refermaient. La terre répondait. Puis les Duchamps se sont manifestés. Les migrations rurales ont ralenti pour la première fois en 10 ans. Les coopératives ont produit cages, filets, outils. Les ateliers locaux ont réemployé des matériaux recyclés. Les écoles ont intégré les couvoirs aux activités. Les médecins ont noté moins de carences. Un tissu économique parallèle s'est reformé. Un souffle nouveau passait d'un village à l'autre. À mesure que les cycles progressaient, les critiques étrangères ont tenté d'expliquer le phénomène. Elles parlaient de romantisme rural, d'utopie fragile, d'élan impossible à maintenir. Mais les faits s'accumulaient. Les marchés se stabilisaient. Les foyers gagnaient en autonomie. Les coopératives vendaient œufs, viande et plumes sans intermédiaire. Les familles constataient que chaque cycle d'oiseaux
créait une marge de sécurité supplémentaire. Cette séquence, déclencheur, croissance, climax, Duchamp a structuré la transformation. Elle a montré qu'un changement profond pouvait naître de gestes minuscules, répétés, synchronisés, sans qu'aucune institution ne centralise l'effort. Elle a confirmé la logique inscrite dans la phrase souvent citée d'Ibrahim Traoré. « Si nous pouvons nous nourrir, nous pouvons nous libérer. » Et surtout, elle a démontré que la souveraineté pouvait émerger non pas comme un événement, mais comme un rythme. La situation de départ était claire. Pendant des années, l'accès aux protéines rurales stagnait, puis un delta de plus de 12% est apparu au cours des 18 premiers mois, indiquant une amélioration mesurable de la sécurité alimentaire locale. Ce bond, modeste en apparence, signifiait que davantage de familles mangeaient varié et qu'un nombre croissant d'enfants échappaient aux carences grâce à une source régulière d'œufs. Le deuxième indicateur était économique, une progression de plus de 8% du revenu moyen pour les ménages engagés dans le micro-élevage. Cette hausse ne représentait pas un enrichissement spectaculaire, mais un filet de stabilité permettant d'acheter du mil, d'investir dans quelques outils ou de planifier les dépenses saisonnières sans dépendre d'une aide extérieure. Chaque foyer gagnait un degré minimal de prévisibilité, essentiel dans un contexte où l'incertitude dominait depuis des années. Troisième mesure, une baisse de 9% de la dépendance alimentaire locale, confirmée par les données du ministère de l'Écologie. Cette diminution, bien que progressive, traduisait un effet circulaire. Moins d'importations, moins de ruptures logistiques, plus de circulation interne des produits issus des couvoirs. Ainsi, la stabilité ne venait pas d'une production massive, mais d'un nombre croissant d'unités autonomes, capables de maintenir leur cycle même en période de tension. Ces trois chiffres dessinent un même mouvement. Un territoire historiquement vulnérable restructure sa résilience par addition de microsystèmes. Les coopératives en sont devenues les relais naturels. Elles consolidaient les données, transmettaient les écarts, corrigeaient les pratiques et assuraient une continuité que les infrastructures centrales ne pouvaient pas garantir seules. Cette organisation diffuse constituait une trame vivante où chaque famille contribuait à une souveraineté partagée. Sur le terrain, ces résultats n'étaient pas perçus comme des statistiques, mais comme des signes. Dans les villages, on parlait de repas plus réguliers, d'enfants plus alertes, de marchés où l'on trouvait de nouveau des graines et des matériaux recyclés pour renforcer les enclos. Les enseignants notaient les progrès des élèves qui comptaient quotidiennement les œufs. Les artisans fabriquaient des outils adaptés et les coopératives structuraient une économie parallèle fondée sur la proximité. Cette dynamique confirmait la philosophie exprimée à plusieurs reprises par Ibrahim Traoré. L'efficacité ne réside pas seulement dans la puissance de production, mais dans la capacité à répéter un geste qui réduit une dépendance ancienne. Les villageois l'avaient intégré naturellement. Chaque œuf non importé, chaque cycle maintenu, chaque redistribution créait un pas supplémentaire vers une autonomie collective. Ainsi, le paysage du Sahel changeait non par rupture brutale, mais par une suite d'ajustements précis, mesurables, inscrits dans les routines quotidiennes. Les données ne faisaient qu'expliciter ce que les habitants observaient déjà. La souveraineté se construit dans la régularité, non dans l'exceptionnel. Et lorsque les chiffres se superposaient aux récits locaux, une conclusion apparaissait clairement. Un pays peut reprendre du terrain lorsqu'il maîtrise sa subsistance élémentaire. Les critiques les plus structurées venues de l'étranger se sont concentrées sur deux arguments majeurs. Le premier soutenait que le modèle reposait sur un romantisme rural dangereux. Selon plusieurs analystes européens, un système fondé sur des milliers de petits couvoirs dispersés ne pourrait pas nourrir durablement un pays entier. Ils évoquaient l'absence de chaînes logistiques modernes, de mécanismes industriels et de contrôle sanitaire centralisés, estimant qu'un tissu productif si fragmenté risquait de s'effondrer au moindre choc. Dans cette lecture, la lenteur inhérente à l'échelle communautaire devenait une faiblesse structurelle
face aux exigences de la sécurité alimentaire contemporaine. Le second argument, plus technique, affirmait que la productivité resterait marginale, sans machines, sans infrastructures et sans capital extérieur. Les chercheurs pointaient les zones arides, les ressources limitées, les contraintes de transport et l'historique d'importation massive, concluant que le micro-élevage ne constituerait qu'un appoint incapable de compenser une dépendance vieille de plusieurs décennies. Ils prévoyaient que les villages, livrés à eux-mêmes, finiraient par porter un fardeau trop lourd, incapable d'assurer une continuité suffisante pour un pays en expansion démographique. Dans cette perspective, la méthode communautaire semblait condamner l'ensemble du système à rester périphérique. La réponse des défenseurs du projet s'est appuyée sur les données observées sur le terrain. À l'argument du romantisme, ils ont opposé un constat simple. Dans un pays où les importations peuvent se rompre du jour au lendemain, la fragmentation devient une forme de sécurité. Un réseau de couvoirs autonomes disperse les risques, réduit la vulnérabilité et permet à un maillon de continuer à fonctionner, même si un autre échoue. Cette redondance organique remplace l'idée d'un grand système centralisé par une constellation de foyers résilients. À l'argument de la productivité, ils ont répondu par la logique mesurable des villages pilotes. Chaque œuf non importé réduit la pression budgétaire. Chaque cycle entretenu renforce la stabilité locale. Chaque redistribution élargit la base productive. Les données existantes, hausse de l'accès aux protéines, progression des revenus agricoles, baisse de la dépendance alimentaire, montrent qu'un modèle lent, mais reproductible, peut créer une dynamique durable. Ainsi, le Stillman converge vers une idée sobre. La force du système ne repose pas sur son gigantisme, mais sur sa capacité à se multiplier sans dépendre d'un flux extérieur unique. Une ligne verte est apparue. Ce détail, d'abord anodin, a bouleversé la lecture du programme. Les ingénieurs se sont rendus compte que les taches verdoyantes détectées par satellite suivaient exactement le chemin des pintades relâchées au fil des mois. Ce qui semblait être un simple projet alimentaire révélait soudain une dynamique écologique inattendue, où les oiseaux transportaient des graines locales et enrichissaient les sols par leur fiente, créant une régénération diffuse, impossible à provoquer artificiellement à grande échelle. Les habitants n'y ont vu ni miracle ni hasard. Pour eux, cette lente transformation confirmait que les gestes quotidiens produisaient un effet bien plus large que la seule production d'œufs. Les dunes se coloraient par endroits, l'humidité se fixait davantage, et les petites pousses qui réapparaissaient dans les zones semi-arides devenaient des marqueurs visuels d'un changement silencieux, mais profond. Dans ce contexte, la phrase d'Ibrahim Traoré, souvent reprise dans les marchés ruraux, prenait une résonance nouvelle. Nourrir la terre, c'était lui rendre la mémoire. Cette idée, longtemps perçue comme symbolique, trouvait ici un ancrage tangible. Le programme n'améliorait pas seulement la sécurité alimentaire, il reconfigurait un écosystème par la somme de gestes dispersés. Le midpoint révélait ainsi un horizon élargi, où l'autonomie ne concernait plus seulement les foyers, mais aussi la terre elle-même. Les premiers effets du programme sont apparus dans les foyers eux-mêmes, là où la transformation devait se mesurer avec le plus de précision. Pour les ménages, sur le plan des ménages, l'amélioration s'est vue dans les repas plus réguliers, la diversité accrue des sources protéiques et la disparition progressive des périodes de pénurie. Les familles gardaient leur argent au village, réduisaient leur dépendance aux cargaisons étrangères et trouvaient dans chaque cycle d'oiseaux une marge de sécurité supplémentaire. Les enfants, mieux nourris, participaient aux enclos comme à un jeu pédagogique, renforçant un lien direct entre apprentissage et subsistance. Cette stabilité quotidienne changeait silencieusement la manière de vivre. Moins d'angoisse alimentaire, plus de prévisibilité, davantage de temps consacré à des activités productives. Du côté des dynamiques locales, dans la dynamique locale, l'activité économique s'est réorganisée autour des besoins créés par les couvoirs. Les artisans fabriquaient cages, filets, outils de réparation. Les marchés réintroduisaient graines, matériaux recyclés et produits dérivés comme les plumes ou l'engrais organique.
Les coopératives formèrent alors un réseau parallèle où les échanges se faisaient, souvent sans intermédiaire, consolidant une économie fondée sur la proximité. Cette micro-industrie, née de pratiques simples, redonnait travail et légitimité aux ateliers ruraux, transformant progressivement des zones longtemps inactives en espaces de production régulière. Dans la dimension sociétale, au niveau sociétal, les transformations ont touché la répartition des rôles. Les femmes, premières gestionnaires des troupeaux, ont gagné en autonomie et en influence dans les assemblées locales. Leur rôle central dans la réussite du programme a modifié l'équilibre des décisions familiales, donnant davantage de poids à celles qui assuraient la continuité des cycles. Les écoles rurales ont intégré l'élevage dans la pédagogie, créant un pont entre savoir traditionnel et apprentissage formel. Les médecins constataient moins de carences et davantage de vitalité chez les plus jeunes. Peu à peu, la dignité ne se disait pas, elle se voyait. Enfin, sur le plan régional, à l'échelle régionale, la portée du modèle s'est étendue au-delà des frontières du Burkina Faso. Le Mali, le Niger et le Tchad ont envoyé des délégations pour observer la mécanique des couvoirs communautaires, cherchant à comprendre comment un pays pouvait réduire sa dépendance en s'appuyant sur des ressources locales minimales. Un rapport de la CEDEAO qualifiait déjà l'initiative de « laboratoire africain de résilience locale », soulignant la cohérence entre données écologiques et effets économiques. Cette circulation d'idées a donné au programme une visibilité nouvelle, renforcée par les déclarations d'Ibrahim Traoré, qui associait souveraineté alimentaire et mémoire collective. À travers ces 4 angles, un même constat se dégage. La transformation ne repose pas sur un événement spectaculaire, mais sur une recomposition progressive des pratiques, des marchés et des liens sociaux. Les villages n'attendent plus la solution, ils la produisent. Scénario 1. Trajectoire de continuité. Base. Si le programme Green Protein poursuit sa progression au rythme observé lors des cycles précédents, les coopératives rurales devraient consolider leurs pratiques, stabiliser la production et affiner les routines de redistribution. Les foyers gagneraient alors une marge supplémentaire d'autonomie, tandis que les marchés locaux renforceraient leurs échanges sans intermédiaire. Les migrations continueraient de ralentir, non par contrainte, mais parce que les opportunités locales seraient jugées suffisantes pour retenir les jeunes. Dans cette projection, le Burkina Faso atteindrait un niveau intermédiaire de souveraineté alimentaire, autour d'un seuil de stabilité permettant d'amortir de petites crises logistiques. Scénario 2. Expansion régionale, optimiste. Dans cette hypothèse plus large, les partenaires du Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Tchad, adopteraient pleinement le modèle burkinabé, créant une plateforme interrégionale d'échanges consacrés au couvoir, aux semences et au savoir-faire. La réplication accélérée provoquerait une amélioration écologique mesurable. Sols plus fertiles, humidité mieux retenue, végétation gagnant du terrain vers le nord. Une telle coordination renforcerait la position collective de la région sur les marchés internationaux, transformant un ensemble de pays longtemps dépendants en blocs négociateurs plus autonomes. Les communautés locales bénéficieraient alors d'un système plus dense, où chaque couvoir répliquerait la logique d'un maillon résilient. Scénario 3. Pression multiple. Worst case. Le contexte du Sahel reste marqué par des risques politiques et climatiques susceptibles de fragiliser les acquis actuels. Une mauvaise coordination, des sécheresses extrêmes ou des tensions prolongées pourraient ralentir, voire interrompre certains cycles. Les zones les plus vulnérables retomberaient alors dans une dépendance accrue à l'aide extérieure, tandis que les coopératives les plus jeunes peineraient à absorber les chocs répétés. Même dans ce scénario, la logique du programme laisserait une empreinte durable. La méthode resterait reproductible et prête à renaître dès que les conditions s'y prêteraient. Recommandation de perspective. Dans les 3 cas, penser la souveraineté alimentaire comme un état fixe serait une erreur. Elle doit être envisagée comme une pratique évolutive, faite d'ajustements continus et d'expérimentation locale. Pour les villages, la question des mois à venir n'est donc pas de savoir si le modèle triomphera ou échouera, mais comment chaque cycle peut consolider une marge d'autonomie, même minime,
capables de résister au temps long. Pour de nombreuses familles, les transformations provoquées par le programme se manifestent d'abord dans l'intimité du quotidien. L'argent reste au village, les repas deviennent plus complets, et la pression d'anticiper la prochaine pénurie s'allège peu à peu. Dans les foyers qui autrefois comptaient chaque rumeur de cargaison étrangère, la présence régulière d'œufs et de viande crée une stabilité émotionnelle aussi importante que la stabilité alimentaire elle-même. Les parents gagnent quelques heures de répit mental. Les enfants, eux, découvrent une relation plus directe entre effort, apprentissage et résultat. Dans les ateliers ruraux, artisans et réparateurs redécouvrent une forme de continuité professionnelle. Chaque cage produite, chaque filet restauré, chaque outil réutilisé prolonge un geste ancien et lui donne un sens nouveau. Ces métiers, autrefois marginalisés par l'absence de circuits économiques stables, retrouvent leur place dans l'architecture locale. Les coopératives deviennent alors des lieux de coordination silencieuse, où l'on discute d'écart, de pratiques, de rythmes, créant une culture de compétences partagées qui dépasse le seul élevage. Pour les jeunes, la transformation prend une autre forme. Ils voient dans les couvoirs un espace où leur présence compte réellement. Réparer une clôture, surveiller une couvée, transporter du grain. Ces tâches modestes redonnent une valeur immédiate à leur rôle, dans un contexte où l'exode vers les villes semblait autrefois l'unique horizon. Rester au village n'apparaît plus comme un renoncement, mais comme un choix doté de perspectives concrètes. Un dernier effet touche celles et ceux qui observent l'histoire à distance. Comprendre ce modèle, c'est aussi interroger sa propre idée de dépendance, de rythme et de résilience. Le programme rappelle que les transformations durables ne naissent pas toujours des grandes infrastructures, mais de gestes répétés, cohérents et transmis au sein d'une communauté. Le plan d'action proposé pour les prochains cycles repose sur une logique simple: organiser, transmettre, mesurer. Cette approche, souvent rappelée dans les interventions d'Ibrahim Traoré, privilégie des mécanismes reproductibles plutôt que des annonces spectaculaires. Elle peut être déclinée en 5 étapes, chacune conçue pour renforcer ce qui fonctionne déjà dans les villages du Sahel. 1. Identification locale. Qui, quoi, quand, mesure. Chaque commune sélectionne 10 familles capables d'accueillir un couvoir communautaire dès le début du cycle semestriel. Le critère premier reste la cohésion sociale, évaluée lors des réunions villageoises. La mesure du succès repose sur la participation régulière et la stabilité du groupe initial. 2. Formation et transmission. Qui, quoi, quand, mesure. Les vétérinaires ruraux organisent, durant les 2 premières semaines, des sessions courtes dédiées au cycle de reproduction, à l'hygiène et à la gestion coopérative. Chaque apprentissage est inscrit dans un registre simplifié. Le progrès se mesure au nombre d'écarts corrigés entre 2 cycles. 3. Production et suivi. Qui, quoi, quand, mesure. Chaque famille débute avec 10 oiseaux et enregistre les variations mensuelles lors du passage des inspecteurs communautaires. L'objectif n'est pas de sanctionner, mais d'observer. La performance se mesure par la régularité des couvées et la baisse des pertes. 4. Redistribution et croissance. Qui, quoi, quand, mesure. Une partie des œufs nouveaux est redistribuée aux familles voisines à la fin de chaque cycle, selon le principe de l'œuf prêté. La progression se mesure au nombre de foyers intégrés tous les 6 mois, garantissant une expansion sans dette. 5. Évaluation et adaptation. Qui, quoi, quand, mesure. Les coopératives envoient semestriellement leurs données, mortalité, fécondité, vente locale, pour ajuster les pratiques à l'échelle nationale. L'indicateur central reste la progression de l'autonomie protéique. Ainsi se dessine une méthode qui mise sur la répétition, la clarté et la mesure, plutôt que sur la vitesse. Au crépuscule, les pintades d'Amina Senou regagnent leurs abris. Provisées,
comme elle le faisait au premier jour où le programme avait pris forme dans son village. Leur gloussement léger, mêlé au souffle chaud du Sahel, rappelle que la transformation du pays ne s'est jamais jouée dans un événement unique, mais dans une répétition de gestes minuscules et persévérants. Autour du feu, les familles racontent encore la première volée d'oiseaux relâchés sous le vent brûlant, ce moment simple qui avait brisé des années d'incertitude et ouvert l'idée d'un avenir choisi plutôt que subi. Dans ces récits, transmis chaque soir, la phrase d'Ibrahim Traoré « Si nous pouvons nous nourrir, nous pouvons nous libérer » ne résonne plus comme un slogan politique, mais comme une vérité vécue. Elle s'inscrit dans le sable, dans les cycles entretenus par les familles, dans les routines qui ont redonné une place à chacun. La souveraineté n'est plus une abstraction. Elle a une odeur, une texture, une cadence. Et lorsque les enfants observent les pintades trottiner entre les silhouettes des adultes, ils ne voient pas un symbole. Ils voient une promesse tenue à hauteur d'homme. Une phrase brève pourrait suffire à résumer cet instant. La dignité avance à petits pas,